dans la continuation de ce qui vous a été dit, notamment lors de notre dernier rassemblement physique, en tout cas pour ceux qui étaient là dans le rassemblement physique le 17 octobre, c'est effectivement de faire cette visite de la Commission européenne pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de qu'est-ce que c'est, comment ça marche, etc., etc. Donc, je suis très content que ce programme, d'abord, puisse continuer. Un grand merci à la Commission européenne et à l'agence exécutive d'avoir accepté la prolongation du projet VK, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, volontaires européens et citoyens actifs. Et puis, voilà, donc on va aujourd'hui faire cette visite virtuelle. Vous aurez la possibilité d'échanger avec les différents intervenants. Et bien sûr, on fera tout pour essayer quand même de maintenir quelque chose en début d'année prochaine, en espérant bien sûr d'abord que la situation sanitaire soit meilleure. Je tiens à remercier également Monsieur Guglielmo Di Cola, qui est membre du cabinet de la commissaire Maria Gabriel, et qui va donc être le premier à intervenir devant vous et avec qui vous allez pouvoir échanger sur un petit peu la Commission européenne, etc., son rôle. Mais également remercier Madame Emmanuelle Maire, qui est chef de l'unité de production, produits et consommation durable à la Direction générale de l'environnement de la Commission. Donc voilà, donc merci à ces deux personnes d'avoir accepté de pouvoir intervenir avec vous et d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas le moment venu à intervenir, à échanger. C'est le moment ou jamais. Aucune question n'est une question idiote, loin de là. Donc n'hésitez pas à demander la parole, à poser des questions, à donner votre avis éventuellement. Voilà. Donc je ne sais pas si Monsieur Nicolas est déjà parmi nous parce que je ne vois pas trop, sur la liste de participants. Pour lui donner la parole. Alors, avant, est-ce que tout le monde peut couper son micro, s'il vous plaît? Toutes les personnes qui n'interviennent pas, vous êtes beaucoup à avoir le micro ouvert et ça fait du... Moi, j'ai la possibilité de couper all, donc je les ai coupés. Et ceux qui veulent parler, alors ils peuvent appuyer dessus. C'est plus facile quand je vois qu'on n'oublie pas ou qu'on oublie de l'éteindre. Très bien. Donc, est-ce que vous avez des nouvelles de Monsieur Guglielmo? Non, j'attends qu'il se connecte puisqu'il avait dit qu'il aurait dit une dizaine de minutes de retard. Mais ce que je peux faire déjà, donc pour les volontaires qui sont déjà en ligne, si vous avez déjà des questions, vous pouvez toujours les écrire dans le... Ce sera plus facile aussi pour Guglielmo quand il arrive, dans le chat. Donc, c'est la petite boule que vous voyez quand vous appuyez sur votre nom, il y a une boule. Vous écrivez là-dessus si jamais vous avez des questions. Comme ça, quand Guglielmo il arrive, il peut les lire. Et ça, comme ça, on avance plus vite. Puisqu'il disait qu'il n'aurait une trentaine de minutes, ça pourrait aider éventuellement si vous pouvez déplacer dans le chat vos questions, si vous en avez. Voilà. Alors, c'est toujours la première question qui est toujours la plus difficile, hein, donc n'hésitez pas. Ce que je vais essayer de meubler en attendant pour expliquer à tous les volontaires. Alors, j'avais déjà une partie développée lors de la réunion du 17 octobre. J'avais développé un petit peu les raisons de ce projet volontaire européen et citoyen actif. Donc, je n'irai pas trop dans ce sens-là, mais simplement pour vous expliquer combien il est important par rapport à cette compétence sport qui est maintenant au sein de la Commission européenne. Elle ne l'avait pas jusqu'au traité de Lisbonne. Et donc, il est important que cette compétence lui soit attribuée, et ce qui a permis de développer des programmes très importants. Alors, il y a le programme Erasmus que tout le monde connaissait du côté éducation, mais il y a le programme Erasmus Sport qui est une partie de cela et qui a passé sa première phase, je dirais, importante, qui était entre 2014 et 2020, et où au cours de
mandat de 7 ans, ce programme Erasmus a permis de financer des projets sportifs, notamment à hauteur de 265 millions d'euros. C'est-à-dire c'est beaucoup d'argent de la Commission qui est mis à disposition du sport, alors dans divers aspects, hein, que ce soit le sport santé, que ce soit la gouvernance, que ce soit l'équité, que ce soit l'intégrité du sport, le respect de l'intégrité du sport, la lutte contre le dopage, la double carrière des athlètes. Voilà, donc il y a beaucoup de secteurs, si vous voulez, qui sont possibles dans ces différents programmes Erasmus, mais il y a également, à côté de ça, au-delà de ces 265 millions qui ont été consacrés durant ces 7 dernières années, il y a également d'autres programmes ou des propositions de projets qui sont faites régulièrement par la Commission. Et très récemment, il y avait un appel à candidature ou un appel à projet qui était lancé sur ce qu'on appelle le sport de base et l'innovation. Et sachez que l'agence de développement de l'athlétisme en Europe que je préside et dans laquelle Cyril fait partie, a proposé avec la Fédération espagnole notamment d'athlétisme un projet innovant, justement traitant du sport de base avec l'innovation, donc en incluant notamment tout ce qui est digital, et s'est vu attribuer une subvention de 300 000 euros par la Commission. Donc ça s'additionne à tout ce que la Commission fait du côté du programme Erasmus Sport. Voilà, et donc c'est important que vous le sachiez, ça existe. Et donc, bien entendu, tout ça va se poursuivre puisque on va rentrer dans les 7 prochaines années entre 2021 et 2027 et sur lesquelles, en ce moment, la Commission est en train de discuter des financements. Ce qu'on sait déjà, c'est que ce sera au-delà des sommes qui avaient été attribuées jusqu'à présent durant les 7 dernières années. Et donc ça, c'est très bien pour le sport. Voilà. Et donc, je voulais vous dire tout cela. Voilà. Donc, je crois qu'il y a déjà une première question qui est arrivée. Merci. Alors, on va laisser Monsieur Dicola y répondre. Hein. Donc, quels sont les prochains objectifs du programme Erasmus pour la période à venir? Donc, ce n'est pas 2020-2026, mais c'est 2021-2027. Merci à Rocker Martin. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Si vous avez des questions qui me concernent, ben, n'hésitez pas, allez-y. Ou je peux y répondre, ou Cyril, voire Romain, puisque je vois que Romain Deliotras, que vous connaissez tous, et qui était en charge du recrutement de tous les volontaires, accompagné de Violette, qui est également ici présente. N'hésitez pas aussi à poser des questions, bien sûr orientées vers tout ce qui tourne autour de la commission. Voilà, alors j'ai essayé de meubler, je suis peut-être pas assez long. Donc, je vois que vous avez une question pour vous, Monsieur Gracia. Est-ce que les personnes invitées ce jour sont les mêmes personnes normalement sélectionnées pour le voyage physique? Alors, je vais laisser Cyril répondre à la question ou Romain. Oui, alors on a élargi du coup les invités pour cette réunion virtuelle. Effectivement, il y a eu un tirage au sort de fait il y a maintenant quelques semaines pour une visite physique à Bruxelles. Comme tu l'as dit, Jean, on a été dans l'obligation de la reporter. Mais il y avait cette opportunité, cette possibilité de faire une visite virtuelle, une visite proposée par la Commission européenne. Et donc, on a bien sûr invité les personnes qui avaient gagné au tirage au sort, mais aussi, au-delà de ça, tous les ambassadeurs du programme et puis également tous les volontaires qui avaient choisi de poursuivre l'aventure. Donc voilà, on est allé plus large que ce qui était initialement prévu. Merci Cyril. D'autres questions, non? Tant qu'on est entre nous, avant l'arrivée de Monsieur Collat, vous pouvez prendre le micro hein, et aller. N'hésitez pas, soyez pas timide. Hein.
Je vois que Philippe Béchu a enlevé son micro, donc c'est peut-être pour parler, non? Non, non, je sais pas si vous m'entendez. Non, non. Oui, on vous entend très bien. Voilà, Simple n'hésitez surf. pas. Non, non, c'est bon. J'écoute. Ouais, très bien. J'ai vu également parmi vous une tête que je connais bien. Alors, je la vois plus d'ailleurs, mais je sais plus si elle est là parce que je la vois plus. Florence, Florence, tu es là? Tu es encore là? Oui, oui, je suis là. Bonjour. Chaque fois, je te repère hein, quand on Oui, est quand on tout à était. fait. Alors pour Madame Pinto, sachez qu'on avait déjà fait une opération de ce genre avec dans un domaine qui s'appelle le Young Leaders Forum et dans lequel c'est un forum qui a lieu tous les 2 ans, qui est organisé par l'Association européenne athlétique, donc la Fédération européenne, et qui est dans le cadre des championnats à chaque fois. Et donc c'est la réunion physique des volontaires que chaque pays, donc il y a 51 pays qui sont membres de European Athletics, nous envoie pour à la fois discuter de leur perception de ce que doit être la future direction de leur fédération ou de l'athlétisme, et à la fois la possibilité pour eux d'assister dans la session de la soirée des championnats d'Europe. Donc ça a eu lieu depuis 2006. Et puis cette année, malheureusement, compte tenu de l'annulation du championnat, ça n'a pas pu voir lieu. Et on l'a transformé en une réunion virtuelle qu'on a fait durant 4 jours. Donc il y a eu 4 sessions de fête, avec notamment la participation de Lord Sebastian Coe, qui est le président de la Fédération internationale d'athlétisme et membre du CIO d'ailleurs, ainsi que d'ailleurs le directeur des compétitions du CIO, la directrice au sein de Paris 2024 de tout ce qui concerne notamment les volontaires, etc. Donc on a eu beaucoup d'interlocuteurs et on avait à la fois les Young Leaders, donc en principe des gens âgés de moins de 26-30 ans, mais également on y avait ajouté tous nos volontaires qui avaient voulu participer à ça, qui soient jeunes ou moins jeunes comme moi. Et donc, ça avait donné lieu à des échanges très intéressants. J'avoue que ces 4 sessions ont été extraordinaires. Et donc, Florence était là et bien sûr, je l'avais repérée. Et donc, comme on se connaît depuis un certain nombre d'années, voilà. Alors, il y en a d'autres que je connais aussi, mais que je ne vois pas forcément. Donc, excusez-moi si je ne vous mets pas en avant. Mais Florence, je l'ai vu lancer une petite boule avec un espèce de machin, une petite fille au bout. Là, ça s'appelle le lancer du marteau pour ceux qui ne savent pas. Marteau. Et c'était une grande championne. Merci à toi, Florence, d'avoir non seulement été une excellente athlète, mais maintenant de devenir une excellente dirigeante du sport. Et ça, c'est très, très, très important. C'est bien quand les athlètes font ce pas et rendent à l'athlète ce que l'athlète a pu leur offrir comme joie et comme bonheur. Merci, bravo. Magnifique. Oui, c'est vrai de rester. Ah, le micro, Madame Pinto, on ne vous entend plus. Ah oui, excusez-moi, j'ai moi-même oublié d'appuyer sur le micro. Donc, félicitations, Florence. C'est bien de rester en contact avec la jeune génération de futurs athlètes, surtout quand vous avez été une grande athlète. C'est merveilleux. Donc, bon, on attend que vous Excusez-moi. C'est simplement pour répondre à Virginie qui posait une question sur la mise en relation avec les associations. Nous, effectivement, on a déjà identifié plusieurs associations, structures, sportives ou non, avec lesquelles on va faire le lien pour proposer des occasions de bénévolat aux personnes qui ont manifesté leur intérêt. La situation fait qu'actuellement, c'est plutôt à l'arrêt de l'autre côté association, mais de notre côté, on maintient l'action et on reviendra vers vous dès qu'on a des solutions concrètes et des situations concrètes à vous proposer. J'en profite aussi pour répondre à Marielle juste en dessous. En fait, vous inquiétez pas, vous avez tous participé au tirage au sort, c'est-à-dire qu'on a pris l'ensemble des adresses des personnes qui étaient répertoriées dans l'action VK, donc pas de nouveau tirage au sort malheureusement.
Mais en ce qui nous concerne, si vous voulez être plus nombreux que 25, ça peut aller. Ça dépend un petit peu après pour les voyages et tout ça. C'est également un problème de budget, Madame Pinto. Oui, je comprends pour les voyages, etc. Oui, mais peut-être vous pouvez demander un budget aux visites, au service visite, si vous Voilà, pouvez bah, entrer dans le quota de notes. On peut aussi parfois cofinancer, c'est une question de voir ça. ah, très bien. On Écoutez, pourra en parler éventuellement parce que c'est vrai que avec grand bon, plaisir. c'est comme qui méritent quand même, qui font beaucoup d'efforts. D'accord. Et Bah, c'est écoutez, Cyril Savidan, qui est là, reprendra contact avec vous, avec qui oui, vous êtes en contact d'ailleurs. Hein. Donc, c'est voilà, et qu'en comme ça, fait éventuellement, on aussi à pourra. travers la représentation à Paris, ils décident avec nous quels sont et on peut leur, enfin après on pourra s'arranger éventuellement dans la mesure du possible. Ça dépend un petit peu si on a beaucoup de demandes, mais parfois nous pouvons aussi vous faire une petite fleur. On aime bien les fleurs, vous savez, C'est ça. surtout dans le sport et surtout en ce moment. C'est un peu Oui, oui, compliqué bien sûr, oui. pour le sport, c'est compliqué, mais le sport est vraiment actuellement aussi une des grandes victimes. Et c'est pas facile quand, si vous voulez, vous avez les conditions sanitaires qui ne permettent pas de pratiquer le sport. C'est mauvais pour le sport, mais c'est mauvais aussi pour les individus Oui, parce c'est sûr. que on est un acteur essentiel pour la bonne santé de la population, quoi. Oui, ce n'est pas encourageant non plus pour les sportifs. Les pauvres, ils sont en train de s'entraîner pour, il n'y a pas de championnat, il n'y a rien. En plus, C'est oui, ça. oui, tout à fait. Oui. C'est pas très motivant, disons. Ouais. Et voilà, nous attendons Guillermo, mais il disait qu'il était 15 minutes en retard, donc voilà, espérons qu'il va savoir se connecter. Peut-être, Jean, tu peux préciser ton intervention de la semaine prochaine avec justement la commissaire Maria Gabriel, Oui. rappeler un petit peu le contexte de cette réunion et voilà, la présentation que tu vas faire. Oui, aucun problème. Alors sachez que donc la semaine prochaine, le 17 novembre, il y a ce qu'on appelle le High Level Conference qui est organisée par la Commission et donc qui est présidée par la commissaire Maria Gabriel et au cours de laquelle donc Thomas Bach va intervenir. Et donc la Commission a souhaité avoir deux témoins. D'un côté, il y a Gerd Kanter, alors que certains d'entre vous connaissent, surtout dans les lancers, qui est un grand champion, qui est aujourd'hui président de la commission des athlètes je dirais des comités européens olympiques. Donc, il va intervenir, il va témoigner, et il m'a été demandé également en tant que président de Paris 2020 d'intervenir et de témoigner sur ce qui s'est passé par rapport au Covid-19. Voilà, et donc j'ai pu faire une vidéo. Si certains d'entre vous souhaitent voir cette vidéo, c'est une vidéo qui n'est pas très longue puisqu'on m'avait demandé d'être le plus court possible, 4 minutes 20 secondes exactement, et au cours de laquelle, alors c'est bien sûr une vidéo en anglais, puisque donc c'est voilà, c'est la commission qui a demandé cela. Et donc, si vous voulez la voir, elle est à votre entière disposition. Mais bien sûr, je trace là-dedans toutes les difficultés que Paris 2020 a rencontrées, et ainsi que notamment qu'est-ce qu'on a fait derrière pour essayer de trouver des solutions. À la fin, on n'est pas arrivé, mais le fait également de la prolongation du programme, du projet VK, voilà, et donc avec l'aide de la commission. Voilà, donc ça aura lieu le 17 novembre à 16h, je crois. Et donc, voilà, si vous voulez avoir ça, prenez contact avec Cyril ou Romain. Ils ont la vidéo et ils peuvent vous la transmettre. Alors, je vois qu'il y a Franz Francilon aussi qui est par là. Alors, c'est Franz, je ne sais pas si tu m'entends. Je ne te vois pas en vidéo. Voilà, ça y est, je vois un beau cadre. Je ne te vois pas toi. Franz Francilon est un proche aussi. Hein, il fait partie de la CSO, alors Commission sportive et d'organisation de la Fédération française d'athlétisme.
Il habite dans le même département que moi, en tout cas pour le moment, puisque je vais déménager. Et Franz est un grand défenseur de l'athlétisme, un grand bénévole, puisqu'il est tout le temps bénévole, et je tiens à l'en remercier. Alors, je regarde à travers les noms, s'il y en a d'autres que je connais. Toc, toc, toc. Après, les autres, malheureusement, je ne vous connais pas forcément, ou on s'est peut-être croisé ci et là, où il y a des noms, voilà, que je. Mais merci quand même à tous, parce que c'est vraiment extraordinaire. J'ai beaucoup, alors, vous l'avez peut-être senti quand je suis intervenu, pour ceux qui étaient là le 17 octobre, mais j'ai beaucoup apprécié la présence de tous ces volontaires. Le 17 octobre, les 250 volontaires qui étaient là, plus les 300 qui étaient en web streaming. Et vraiment, ça a été une journée que je ne suis pas prêt d'oublier. Voilà, donc merci encore à vous d'être encore là. Alors, dans un nombre un peu plus restreint, mais voilà, d'être là et sachez que voilà, on va essayer d'aller jusqu'au bout de l'aventure dès que les conditions sanitaires le permettront. Cyril ou Romain, si vous voulez ajouter quelque chose, hein, n'hésitez pas, hein, ne me laissez pas le micro tout seul. Ah, non, ils n'ont rien à rajouter, manifestement. D'habitude, Romain, il est plus bavard que ça. Hein. Non, mais je suis bavard, mais effectivement, là, c'est dans l'attente. Mais on pourrait vous remercier encore une fois, mais effectivement, l'important, c'est de capitaliser sur les prochaines actions. Nous, pour ceux qui ont suivi ou pas, c'est effectivement cette action autour des actions de bénévolat dans d'autres structures. Peut-être que vous, de votre côté, là, le but, c'est qu'on tape assez large, que ce soit sur des choses à grande échelle ou à plus petite échelle. Notre objectif sera de faire en sorte que des actions qui ont besoin de bénévoles puissent être mises en relation avec les personnes qui s'étaient inscrites pour ces championnats d'Europe. Donc chacun dans la durée qu'ils ont à mettre à disposition, chacun dans ce qu'ils ont envie de faire. Peut-être qu'autour de chez vous, vous avez des associations, actions, événements sportifs qui peuvent être force de proposition là-dessus. Donc voilà, on est à votre écoute. Mais nous, en attendant, on a sélectionné certains acteurs et on reviendra vers vous sur ces sujets. Je vais rajouter quelque chose, puisque Guglielmo, Monsieur Nicolas semble se connecter. Oui, donc ce que je voulais dire, c'est que je suis par ailleurs maintenant toujours au sein de European Athletics. Vous avez pu le voir dans vos journaux, les championnats d'Europe de 2024 auront lieu à Rome. Donc ça a été décidé il y a 2 jours. Il y aura entre-temps des championnats d'Europe en 2022 à Munich. Donc voilà, donc il y a aussi peut-être quelque chose à étudier. Je suis très proche à la fois des organisateurs des 2 championnats et mon rôle au sein de European Athletics me permet aussi de maintenir cela. Voilà, voir un peu s'il n'y a pas une possibilité pour ceux qui seraient intéressés, bien sûr, d'aller faire un tour à Munich ou d'aller faire un tour à Rome en 2024. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre contact avec Cyril pour ce sujet-là. Que Monsieur Guglielmo Di Colla du cabinet de commissaire Gabriel est déjà là, donc nous pouvons lui passer la parole. Si Guglielmo, vous nous entendez? Guglielmo? Allô? Oui, voilà. Je vous entends. Ah oui, parfait. Donc si vous pouvez mettre votre caméra aussi, comme ça. Ça y est, on le voit, monsieur. Ah oui, parfait. Salut Jean. Bonjour. Comment vas-tu? Très très bien, merci. Merci d'abord du soutien de la commission dans ce qu'on a fait jusqu'à présent. J'aurai le plaisir de le dire directement à la commissaire quand j'aurai la chance de la rencontrer physiquement.
parce que je ne sais pas si tu sais, mais le président actuel de European Athletics, il s'appelle Dobromir Karamarinov, c'est un Bulgare. Ok, Et donc, il nous a conviés pour la prochaine réunion du comité exécutif au mois de décembre à Sofia, parce qu'il semble qu'il est plus facile de faire des réunions à Sofia que de les faire à Lausanne, à Paris ou à Bruxelles. ok, Donc, si jamais Madame Gabrielle est à Sofia, ce que je pense aussi, de temps en absolument. temps, en tout cas, on pourra profiter de notre présence là-bas pour pouvoir la rencontrer. Encore Très bien. merci également de ton temps. Là, il y a 34 personnes autour de la table, on va dire, la Ouais, table virtuelle, qui sont là, donc qui sont des personnes qui ont été des volontaires pour Paris 2020, qui se sont trouvés complètement au bord de la route quand on a décidé d'annuler ces championnats. Donc, leur recrutement était déjà fait. Et donc, du coup, la prolongation du projet Erasmus VK a redonné à certains un petit peu, alors pas le goût de vivre, parce qu'ils ont, j'espère, beaucoup d'autres choses à faire, mais voilà, ça redonne un peu des petites choses intéressantes pour eux. Et donc, je remercie de pouvoir faire cette visite virtuelle de la commission. Voilà, on espère qu'on pourra peut-être la faire début de l'année prochaine. Voilà, on croise les doigts surtout. Et puis, merci encore. Et puis, du coup, je te laisse la parole. très bien. Merci beaucoup, Jean. Et merci, Adélaïde, d'avoir organisé cela. Désolé du retard, mais c'est malheureusement les aléas du cabinet, ou même quand on a des rendez-vous, il y a toujours des choses à la dernière minute. Très brièvement, je me présente et puis surtout, j'ai envie d'avoir une discussion avec vous, donc je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps dans la présentation, mais je m'appelle Guglielmo Di Cola. Je suis un des membres des cabinets de la commissaire Maria Gabriel. Je m'occupe notamment au sein de son équipe du sport, de la culture, d'un point de vue plus thématique, et aussi de la dimension internationale de son portefeuille, ainsi que des relations avec le Parlement européen. J'ai repris il y a très peu le portefeuille jeunesse aussi, parce que nous avons eu un départ dans notre équipe, et donc en attendant de recruter une nouvelle personne, la commissaire m'a aussi confié ce portefeuille, ce qui est très bien vu la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, parce qu'il y a la dimension sport, mais aussi la dimension jeunesse, qui inclut justement la partie volontariat. Moi, si vous permettez, je vais m'arrêter là parce que je préférerais vraiment avoir une discussion avec vous, peut-être répondre à vos questions, plutôt que de vous expliquer comme ça ce que nous faisons, d'autant plus que Jean sait parfaitement ce que nous faisons. Mais peut-être, voilà, je vais m'arrêter là. Et si vous avez des questions, enfin, j'espère que vous en avez, je serais vraiment ravi de pouvoir échanger avec vous informellement aussi sur certains aspects de notre travail. Merci. Alors, avant que tu n'arrives, il y avait déjà une question qui était. Alors, j'ai brièvement expliqué le fait que le sport, au départ, n'était pas dans les priorités de la. Enfin, pas dans les priorités, Compétences. dans les compétences, voilà, dans les compétences de la Commission, et que depuis le traité de Lisbonne, c'était le cas. J'ai parlé brièvement du programme Erasmus, et donc, alors il y avait les actions préparatoires avant, Ouais. mais à partir de 2014, il y a eu ce programme sur 7 années qui s'achève là en 2020, et que donc, bien sûr, il y avait eu ce financement à hauteur de 265 millions d'euros à travers les différents projets qui étaient proposés, mais également que ce programme continuait entre Absolument. 2021 et 2027. Et donc la question posée, c'est, alors j'ai dit pour moi, parce que je sais que vous êtes en train de discuter de chiffres et tout ça, j'ai dit que ce serait plus, j'ai pas donné de Absolument. chiffres. Voilà, donc je te laisse. Ok, parfait, mais je pense que c'est effectivement une très bonne entrée en matière. Donc, Jean l'a très bien expliqué, c'est pas une compétence de l'Union européenne, mais il y a une demande très forte pour que la Commission s'occupe de ceci. Et maintenant, ça fait déjà plusieurs années qu'on a commencé. Jean l'a très bien expliqué avec le programme Erasmus qui s'achève à la fin de cette année et qui a été extrêmement
comment on dit en français, successful. Et d'autant plus que c'est un portefeuille, si je puis dire, qui est extrêmement positif. Donc c'est vraiment très difficile d'avoir des gens qui sont contre le sport et l'activité physique. Et puis ça a des répercussions qui sont vraiment très bonnes pour les territoires à un niveau local, régional, national, etc. Donc c'est vraiment une des manières d'impliquer tous les citoyens. Maintenant, nous arrivons donc à la fin d'un cycle budgétaire de 7 ans. On est en train de négocier, en fait, cette semaine, on a eu un accord sur le prochain cadre financier pluriannuel. Et en plus de ça, on négocie de manière, comment dire, tous les différents programmes séparément. Le programme Erasmus est encore en train d'être modifié, mais ce qui est sûr, et c'est ce que disent les gens, c'est que l'enveloppe budgétaire d'Erasmus et donc aussi de la partie sport au sein d'Erasmus va être nettement renforcée. Ça, c'est clair. Je peux même dire plus que doublé, hein, parce que ça, c'est l'objectif. Et comme je disais, cette semaine, il y a eu un accord sur le cadre financier pluriannuel qui, en fait, a donné un soutien supplémentaire de 2,2 milliards d'euros pour Erasmus. Donc, on ne sait pas encore quel est le montant du programme Erasmus parce qu'on est encore en négociation, mais ce qu'on sait, c'est que ce montant, qui est encore à définir, va recevoir en plus 2,2 millions d'euros. Donc, l'enveloppe budgétaire va être renforcée et en plus de ça, comme l'expliquait Jean, donc c'est quelque chose qui s'est fait de manière graduelle, notre implication dans le sport au cours des dernières années. Il y avait certaines actions qui étaient dans Erasmus, mais dont le sport ne pouvait pas bénéficier, notamment la mobilité, par exemple. Enfin, pas de manière générale, mais de manière spécifique, mobilité des athlètes, etc. Et ça, c'est une composante qui va être intégrée dans le prochain programme Erasmus. En plus de ça, il va avoir une dimension internationale sur le sport qui va être aussi renforcée. Jusqu'à présent, ça n'existait pas vraiment. On a, vous savez, cette semaine européenne du sport qui a 6 ans maintenant. Et en fait, depuis 3 ans, on a intégré nos partenaires des Balkans et nos partenaires justement du partenariat oriental, donc les pays comme l'Ukraine, etc., qui participent depuis 3 ans. Et donc maintenant, étant donné qu'une des priorités de la Commission européenne dans son ensemble, c'est de renforcer sa dimension internationale, avec des priorités géographiques qui sont très précises, les Balkans, l'Afrique, le voisinage. Cette possibilité va être donnée aussi au programme sport. Mais il faut savoir que nos actions qu'on fait dans le champ sportif ne sont pas limitées seulement à Erasmus. Erasmus, c'est l'instrument principal. À cela s'ajoute en fait ce qu'on appelle le plan européen de travail sur le sport, qui est quelque chose qui est fait par le Conseil européen, donc par les États membres, qui a une durée de 3 ans et qui identifie des priorités politiques. Le plan actuel s'achève cette année, et le nouveau plan, qui est censé commencer en 2021, est en cours de négociation. En fait, il est en cours de négociation, et en fait, il est pratiquement finalisé. Il va être présenté le 1er décembre, parce que le 1er décembre, on aura une réunion ministérielle avec tous les États membres et coordonnée par la présidence allemande, une réunion ministérielle sur le sport. Et à cette occasion, on présentera le nouveau plan de travail sur le sport. Celui-ci donne des indications politiques sur les sujets qu'il faut suivre. On sait plus ou moins quels sont les sujets parce que bien sûr, nous, on va régulièrement au Conseil travailler avec eux pour faire en sorte que leurs priorités politiques soient aussi alignées avec les nôtres et que notre instrument principal financier qui est Erasmus peut contribuer à la mise en œuvre du plan de travail, mais ça n'empêche pas la Commission d'arriver avec d'autres initiatives, des initiatives qui sont peut-être plus politiques, sans nécessairement avoir un budget qui leur est dédié, mais ça permet de pousser certains sujets. Et un des exemples qui a été fait au cours des dernières années, c'est ce qu'on a appelé l'appel de Tartou. Là aussi, je ne sais pas comment on dit en français, mais en anglais, c'était for a healthy lifestyle, donc pour une vie plus saine, j'imagine, et qui regardait surtout à la dimension santé, bien évidemment,
mais santé en tant que service de la commission, donc la DG Santé, mais aussi l'alimentation et donc la DG Agriculture. Notre idée, en fait, depuis le début du mandat, et qui a été renforcée notamment maintenant avec la crise du Covid et le fait que le sport a gagné encore plus en importance d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue concret, c'est-à-dire que les gens se rendent compte à quel point on a besoin du sport, d'une, pour avoir un mode de vie plus sain, mais de deux, aussi pour notre santé mentale et pour pouvoir sortir de cette crise, c'est de faire un suivi de cet appel de Tartu. La commissaire organise la semaine prochaine une conférence de haut niveau sur le secteur sportif et comment sortir de la crise. Jean, du reste, sera présent. Et elle va annoncer cette nouvelle initiative. Et notre idée, c'est d'aller au-delà de ce qui a été fait dans le passé avec l'appel de Tartu. Si je peux me permettre, je fais juste un pas en arrière. Cet appel de Tartu donc, était une initiative qui avait été mise en avant par le commissaire responsable au sport à l'époque. Et en plus de ça, il l'a fait conjointement avec deux commissaires, le commissaire responsable de la santé et le commissaire responsable de l'agriculture. Et étant donné que c'était une initiative politique qui n'était pas liée à un instrument financier, il avait une durée limitée. Il me semble que c'était 2 ans. Je pense que, Jean, si je dis une erreur, corrige-moi. Je dis ça parce que moi, je suis arrivé avec le nouveau mandat de la commissaire. Et donc, j'ai repris ce sujet à partir de décembre 2019. Donc, je ne me suis pas occupé de ce qui avait été fait avant. Notre idée maintenant, c'est de relancer une nouvelle initiative politique, plus ou moins similaire, mais avec d'autres aspects, en essayant d'aller plus loin. Par exemple, en incluant la durabilité, tous les aspects environnementaux qui sont très importants en ce moment et qui ont été repris dans les priorités de la Commission européenne. Vous savez que la Commission européenne, une des premières initiatives qu'elle a proposées dès décembre, c'était donc ce nouveau pacte vert. Donc l'idée, c'est de voir comment le sport peut aussi contribuer à ça. D'autant plus que comme le sport, et ça c'est notre modèle sportif européen, et grassroots, il y a énormément de bonnes pratiques que l'on peut apprendre en regardant ce que fait le secteur sportif à un niveau grassroots en termes de soutenabilité. Et un autre élément, et ça c'est parce que pour la première fois, vous savez, on, on a dans notre portefeuille l'aspect recherche et innovation. C'est la première fois qu'un commissaire européen s'occupe de l'éducation, la culture, la jeunesse et le sport, mais aussi de la recherche et l'innovation. C'est de voir comment l'innovation peut aussi être utilisée dans le champ sportif. Et là, bien évidemment, tout le monde pense aux innovations technologiques, comment améliorer la performance des athlètes, mais il y a une dimension qui va bien au-delà, c'est aussi l'innovation sociale. Comment utiliser les infrastructures sportives de manière plus efficiente, comment les utiliser lorsqu'il n'y a pas de compétition sportive. Est-ce que on peut les utiliser pour faire des cours, enfin bref, il y a toute une discussion à avoir. C'est un sujet dont l'Union européenne s'était occupée il y a quelques années maintenant, quand il y avait la présidence italienne qui avait fait tout un papier sur l'innovation dans le sport. Et maintenant, c'est quelque chose que certains États membres sont en train de pousser. Bien sûr, il y a un autre élément, et je pense que ça va vous intéresser, c'est l'élément la jeunesse et le sport. Et c'est encore plus d'actualité maintenant, parce qu'il est évident que le segment de la population qui est le plus affecté par cette crise est la jeunesse, et sera la jeunesse aussi dans les années à venir, qui fait face à, si je puis dire, à un triple défi. Le premier, c'est une disruption je ne sais pas si ça se dit en français, mais je ne sais pas comment, ça se dit en français, disruption? Disruption? J'entends pas, Jean. Je suis pas sûr. Disruption, quelqu'un peut le dire en français? Non, mais je pense que tout le monde aura compris. Une perturbation, non? Oui, ou le fait que voilà, une coupure dans l'éducation ou dans la formation, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le fait comment dire, que c'est pas facile de rentrer sur le marché du travail, ou que c'est pas facile de changer de travail pendant une période semblable. Donc il est évident qu'un des aspects sur lesquels on doit travailler,
et de voir comment utiliser toutes les compétences, et je pense que vous êtes très bien placé pour le savoir, toutes les compétences et les skills, j'imagine qu'en français il y a un mot pour les deux, skills and competencies, qu'on peut acquérir à travers le volontariat, mais aussi le sport, et comment ces compétences peuvent être reconnues, doivent être reconnues dans l'éducation formelle, mais aussi dans l'éducation informelle, pour faire en sorte qu'il y ait une rentrée sur le marché du travail qui soit plus facile. Une des initiatives que la commissaire va pousser fortement, qui n'est pas directement liée au sport, ni à la jeunesse, ni au volontariat, mais c'est quelque chose qu'elle appelle les microcrédits, c'est justement comment utiliser toutes les formations que les gens font et faire en sorte que ces formations et ces microcrédits soient reconnus par l'éducation formelle, donc les universités, etc., mais aussi par le monde du travail. Et pour pouvoir avoir des sauts de qualité quand on est dans le marché du travail ou quand on veut changer. Donc ça, c'est un autre aspect sur lequel on veut vraiment travailler, le lien avec la jeunesse et faire en sorte que ce qu'on apprend et qu'on prend du domaine sportif, mais aussi du volontariat, doit être reconnu et pour faire en sorte que voilà, cette période de disruption, justement, soit la plus courte possible. Donc voilà, ça c'est certaines des initiatives sur lesquelles on est en train de travailler et la commissaire, justement, à l'occasion de la conférence qu'on fait la semaine prochaine, elle va les annoncer. Merci, merci Guglielmo. J'en profite avant de passer la parole parce que je vois qu'il y a un certain nombre de questions dans le chat donc, auxquelles tu vas pouvoir répondre, mais j'apprécie beaucoup ce que tu dis parce que on se bat depuis un certain nombre d'années déjà pour essayer d'expliquer aux politiques qui nous gouvernent, quel que soit leur niveau, que ce soit au niveau national, voire au niveau international, européen, etc., où en fait on était reconnu comme uniquement un pourvoyeur de médailles. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des athlètes de haut niveau, on a la performance, on a les championnats, les jeux, etc., etc. Et d'ailleurs, tous les politiques qui sont ravis de se faire prendre en photo dès qu'il y a un champion à côté de lui. Mais après, derrière, on oublie justement ce deuxième, moi j'appelle ça le Twin Pillar Strategy, ce deuxième pilier qui est tout ce que le sport peut apporter à la population. Et je dis souvent que l'athlétisme, puisque je défends l'athlétisme de façon plus claire que le sport en général, parce que l'athlétisme coûte moins cher que n'importe quel médicament et peut soigner beaucoup plus de monde. Voilà. Et donc, effectivement, il y a ce pan-là par rapport à la santé et je pense que la Commission européenne a bien intégré ça justement pour faire en sorte que les citoyens européens fassent plus d'activité physique, d'accord, mais de l'autre côté aussi par rapport à l'évolution de la société actuelle qui devient de plus en plus compliquée. On le voit à travers tout ce qui se passe à droite et à gauche, malheureusement, et le fait que le sport est un moyen d'intégration important et un moyen aussi d'éducation des personnes voilà, c'est vraiment un outil complémentaire et c'est vraiment important que les politiques le comprennent et ne nous perçoivent pas uniquement comme les organisateurs de championnats ou les athlètes. Alors, on a parmi nous, parmi les personnes qui sont autour de nous, une ancienne athlète qui a été une grande championne de lancer du marteau, Florence Aizé, et qui voilà, donc connaît bien ce système-là. Elle a d'ailleurs un certain nombre de petites questions pour toi. Mais voilà, donc vraiment important. Et cet appel de Tartou, vraiment, il est essentiel qu'il continue. Et le fait qu'il y ait eu à l'époque deux commissaires avec Tibor Navrasic à l'époque, il est important que Madame Gabriel puisse également s'entourer du commissaire en charge de la santé et puis celui en charge de l'agriculture, s'ils sont différents, je ne me souviens plus maintenant, pour avancer là-dessus et puis vraiment pousser sur le champignon par rapport à ça. Et je t'en remercie d'être notre interprète. Voilà. Donc, merci à toi, Guglielmo. On continuera probablement entre nous deux à discuter de cela, mais là, on n'est pas en deux, on est devant 34 personnes. Donc, regarde, je ne sais pas si tu as pu avoir la possibilité de regarder dans le chat les questions qui te sont posées. Alors, j'essaie d'ouvrir
problème, c'est que ça s'affiche très peu. Donc, voilà. Une seconde. Alors, je suis en train de les voir, hein. Donc, l'initiative agriculture et sport, il n'y a pas d'initiative à proprement parler agriculture et sport. En revanche, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un des axes sur lequel on compte travailler en faisant suite justement à cet appel de Tartou avec le suivi qu'on compte annoncer la semaine prochaine. La dimension agriculture est bien évidemment fondamentale. Donc l'appel de Tartou à la base, c'était justement santé, agriculture et sport. On veut garder ce pilier de départ, mais l'élargir. Ça, c'est sur le premier point. Le sport et l'écologie dans sa globalité, absolument. Bon, comme je l'ai dit, en fait, la première initiative de la Commission, c'était le Pacte vert. C'est une des initiatives politiques phares, mais c'est aussi une des initiatives politiques avec le plus de ressources. Et c'est pour ça que c'est important quand on parle de sport à un niveau européen, et Jean l'a dit au début, c'est quelque chose qui n'est pas une compétence européenne. Mais c'est en train de prendre de l'ampleur. C'est en train de prendre de l'ampleur parce que c'est un agenda qui est très positif, mais il faut savoir que les ressources sont extrêmement limitées. Donc, Jean mentionnait l'enveloppe budgétaire qui avait été mise en avant pour le programme Erasmus qui est en train de se terminer. C'était, Jean, corrige-moi, un peu moins de 300 millions d'euros, c'est ça, 265, le micro? 265 millions. Voilà, donc vous vous rendez compte que c'est une enveloppe qui est quand même extrêmement limitée si on veut financer des projets qui couvrent tous les pays de l'Union, toutes les régions, sur 7 ans. Ça ne fait pas beaucoup. Donc maintenant, même si on est très content parce qu'on va réussir à le doubler, voire plus, on voit aussi qu'il y a une nécessité d'intégrer le sport beaucoup plus justement en utilisant aussi la crise du Covid, qu'il faut plus pousser sur le champignon, comme dit Jean, par rapport à ça. Le problème, c'est que bien sûr, on est quand même limité par rapport à ce qu'on peut faire par l'enveloppe budgétaire. Donc, une des idées qu'on a, et c'est aussi pour ça qu'on veut lancer cette nouvelle initiative, c'est d'utiliser les autres fonds. Utiliser les fonds qui sont disponibles pour le pacte vert, utiliser les fonds qui sont disponibles pour le développement régional, pour la politique agricole commune, les fonds disponibles à travers notre programme à nous d'Horizon Europe, qui est le programme pour la recherche et l'innovation, et de faire en sorte que ces programmes-là arrivent à financer du projet sur le sport. Parce que le problème jusqu'à présent, c'est que tout le monde venait chez nous. Et donc déjà, avec une enveloppe budgétaire qui était relativement petite, et nous, notre objectif principal, bien évidemment, c'était de promouvoir l'activité physique et le sport, mais aussi de promouvoir le modèle sportif européen, qui est un modèle, comme je disais tout à l'heure, grassroots, donc qui se base vraiment sur les fédérations au niveau local. Si on commence à, excusez-moi le terme, mais à pomper notre enveloppe budgétaire, il ne nous reste pas grand-chose pour faire ce qu'on devrait faire. Donc c'est pour ça que dès le début, on a dit, bon, il est évident que le sport peut contribuer à l'écologie. Il le fait sans doute déjà en fonction de différentes disciplines sportives. Il faut qu'on aille dessus. Sur le développement, pardon. Pendant que tu cherches les autres questions, moi j'en ai vu une là notamment sur la formation des juges, donc des officiels hein, chez nous, des juges arbitres. Et donc je voudrais simplement dire à ce sujet que la Commission européenne a financé il y a de ça 3 ans, je crois, 3 ou 4 ans, un projet qui s'appelle Onside et qui est un projet dans lequel European Athletics a été impliqué et qui est un projet sur la formation des juges arbitres de façon générale sur tous les sports, ok. Alors non pas sur la formation technique et comment en athlétisme mesurer un saut en longueur ou comment chronométrer, mais plutôt dans les formations supplémentaires. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui à un juge arbitre quand, par exemple, tout d'un coup, il y a un fan qui passe par-dessus la barrière et qui vient un petit peu interrompre le cours de la compétition, et quel comportement
le juge doit adopter face à des situations auxquelles il n'est pas formé. Donc, ce programme On-Side arrive à sa fin, là, à la fin de 2020. Je pense qu'il y a également, à cause du Covid, une extension qui va être prévue de 3 mois, je crois. Et donc voilà, donc sachez que ça existe et que la Commission européenne, dans le cadre de la formation, a aidé à financer ce projet qui avait été, dans lequel il y a à peu près une dizaine de membres participants. Très bien. En fait, une des beautés du programme Erasmus et des projets qu'on finance, c'est que le portefeuille est vraiment très large. On finance une panoplie de projets qui touchent à des sujets qui peuvent être plus larges, mais aussi à des choses qui sont vraiment très mirées. Là, pour le coup, on a publié les résultats du dernier appel qu'on a fait avec Erasmus. Donc, c'était vraiment le dernier appel sport dans le cadre du programme actuel Erasmus. Et ça a eu un succès incroyable. On a reçu pratiquement 1200 applications. On va pouvoir en financer, il me semble, 315 projets. Et le nombre d'applications, c'était 50% de plus par rapport à 2019, qui lui-même, en 2019, apparemment, de ce que me disait mon collègue, le chef d'unité de l'unité sport, Yves, que je vous invite vraiment à contacter et à solliciter parce que c'est une personne fantastique. C'est, si je puis dire, la personne qui a vraiment changé le visage de notre politique sportive au cours des dernières années, parce qu'il s'en occupe depuis vraiment très longtemps, me disait que déjà en 2019, ça avait augmenté de 20, 30 ou 40% par rapport à l'année d'avant. Et donc, ça, c'est la beauté, je veux dire, je pense, du monde sportif, mais aussi de notre instrument qui nous permet de financer des projets qui sont extrêmement divers et variés. Et donc, pour le coup, merci Jean, parce que je n'aurais pas été capable de répondre à cette question, parce que je n'ai pas une liste de tous les projets qui ont été financés dans les dernières années et qui ont été financés maintenant, là, qui ont été sélectionnés. Les 315 projets, je ne les ai pas vus. Mais voilà, ça, c'est ce qu'on fait. Après, une autre chose qui est extrêmement importante, et Jean l'a brièvement mentionné au début lorsqu'il parlait des actions préparatoires, c'est que beaucoup de choses que nous n'arrivons pas à faire, souvent nous sont demandées à travers le Parlement européen. Et là, je pense que c'est très important pour vous aussi parce que il est évident que vous savez, le Parlement européen, c'est la seule institution qui est directement élue par les citoyens. C'est la seule institution où il y a un lien direct avec le territoire parce que le député européen est censé vous représenter. C'est même pas qu'il est censé, il vous représente vous à travers les circonscriptions. Ce sont les députés européens qui, chaque année, ont la possibilité de présenter des projets à la Commission européenne en demandant que la Commission européenne les finance. Ça, c'est ce qu'on appelle des actions préparatoires. Et certaines de ces actions préparatoires sont fondamentales parce que à partir du moment où les choses fonctionnent bien, où en fait on se rend compte nous-mêmes au sein d'une administration qu'on n'avait pas forcément pensé à ça, etc., ces actions préparatoires ensuite peuvent être continuées et intégrées au sein du programme Erasmus. Donc ça, c'est une des choses peut-être que je vous conseillerais de faire, et j'imagine que vous le faites déjà avec Jean, mais c'est aussi, au-delà de la Commission européenne, d'essayer de solliciter le Parlement européen. Il y a un intergroupe sport qui est extrêmement actif et compétent, mais aussi vos députés à vous, direct, donc les députés français dans ce cas-ci, au-delà des partis politiques, ça c'est pas important, et de leur soumettre ces idées. Eux, ils savent très bien comment ça fonctionne. Je veux dire que c'est quelque chose qui se fait assez simplement, et c'est aussi une autre possibilité de toucher dans le monde du sport certaines thématiques qui sont un peu moins, comment dire, qui ont un peu moins de visibilité, mais qui sont tout aussi importantes. Je te remercie, Guglielmo. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Je vois que Madame Emmanuelle Maire est déjà là. Bienvenue, Emmanuel. Est-ce que vous voulez poser encore une dernière question à Guglielmo? Nicola? Alors, peut-être une dernière question à Guglielmo qui est en fait relativement importante, hein. C'est aujourd'hui, il faut que tu saches que
en fait, les organisations sportives que sont à la fois les fédérations, les clubs, les ligues, etc., sont quelque peu frileuses par rapport à chaque fois qu'on leur parle. Moi, ça fait un certain nombre d'années que je dis à mes collègues des autres fédérations, bah, écoutez les gars, il y a des sous à Bruxelles, il faut aller les chercher, et donc il faut proposer des projets, etc. etc. Ils sont assez timides là-dessus. À côté de ça, on a un certain nombre d'organisations, des ONG, des universités, alors bien sûr qui proposent des actions sportives. Il y a même des ONG qui ont été créées uniquement pour proposer des projets. Et donc, voilà, donc quelque part, c'est mon rôle en tant que dirigeant sportif de pousser mes collègues pour que le mouvement sportif soit davantage, enfin pas représenté, mais en tout cas soit davantage preneur dans ce genre de projet et de possibilités de financement du sport, plutôt que d'avoir des ONG qui viennent comme ça et qui tombent et qui nous, alors qui font quand même quelque chose, mais qui c'est pas dans le c'est pas de l'argent qui retombe directement dans le mouvement sportif. Donc voilà. Donc ça c'est quelque chose Bien sûr. sur lequel nous devons travailler nous d'abord pour être meilleurs, mais c'est quelque chose aussi sur lequel la Commission devra être plus attentive. Et je sais qu'à une époque, alors qui n'était pas encore là, mais la création des Small Collaborative Partnership était vraiment liée à cette intention de la Commission de favoriser justement les petites structures, les clubs et les ligues ou les petites fédérations à soumettre des projets, alors qu'avec le collaboratif partnership normal, c'est un peu plus complexe. Voilà, donc de continuer dans ce sens-là. Je ne sais pas si tu peux dire, Oui, absolument, Jean. Non, mais je pense que tu as entièrement raison. Un des gros problèmes auxquels on fait face, mais je pense que ça s'applique, et peut-être Emmanuel le dira, ça s'applique à tous les programmes de la Commission, c'est que peu de gens sont au courant de ce qu'on fait et peu de gens sont au courant des opportunités qu'on met en avant. Le problème, il est à plusieurs niveaux, et tu l'as dit, il est au niveau de l'institution mère, si je puis dire, qui fait une communication qui n'est pas suffisante. Il est au niveau des États membres qui ne mettent pas en avant les opportunités qu'on fait, mais il est aussi au niveau du Parlement européen, et c'est pour ça que je parlais de ça. Moi, j'ai passé 5 ans là-bas, dans le cabinet du président. Je peux vous dire que le Parlement européen est une institution qui est vraiment fondamentale, parce que c'est vraiment le lien entre le citoyen et l'Europe. Et c'est le rôle des députés européens, mais aussi des gens qui font partie de la circonscription des députés européens, c'est-à-dire que le député européen, vous savez, la semaine parlementaire, elle est divisée, enfin, le mois parlementaire est divisé en 4 semaines. Il y a une semaine de réunion en commission, une semaine de réunion de groupe, une semaine de plénière, et la 4e semaine, c'est la semaine où le député est censé rentrer dans sa circonscription et expliquer à ses électeurs ce qui y a été fait. Et voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important de contacter vos députés et le Parlement européen, parce qu'il est censé revenir vers vous pour vous expliquer quelles sont les opportunités, ce qui a été fait, etc. Après, il est clair que le problème de toutes les institutions, je pense même à un niveau national, c'est que elles ont souvent du mal à toucher tous les citoyens et à communiquer comme il faut. Et donc, ça, c'est une des choses qui fait que les opportunités qu'on met en avant ne sont pas forcément prises par tout le monde. Sachez qu'on en est parfaitement conscient. Une des premières choses que notre commissaire nous a dit à nous, à notre équipe, quand elle a formé notre équipe, c'est qu'elle veut aller au-delà des parties prenantes qui sont toujours à Bruxelles, qui sont toujours en train de nous solliciter, qui ont toujours des rendez-vous avec nos collègues des directions générales, etc. Justement pour aller toucher tous les citoyens dans toutes les régions. Et permettez-moi de vous annoncer une chose, c'est que dans ce contexte-là, la commissaire a décidé de faire un plan d'action avec le comité des régions, qui est une autre institution présente à Bruxelles et qui représente donc toutes les régions de l'Union, un plan d'action avec 26 actions, un plan d'action sur 2 ans dans 4 domaines différents, dont le sport. Et une des raisons, c'est justement parce que nous, on a un portefeuille où il y a une dimension locale et régionale qui est très forte, la culture, le sport, l'innovation qui par essence est locale, c'est de faire en sorte que nos régions
présente au sein du comité de région nous aide à diffuser les opportunités qu'on met en avant. Et à peine ceci devrait être présenté avec le président du comité de région à la fin de ce mois-ci, mais je n'hésiterai pas, Jean, à le partager avec toi, afin que je pense que ça, c'est quelque chose de positif. Et c'est certainement quelque chose qui aidera. Sur ça, j'ai été trop long, Emmanuel, je suis désolé. Je t'en prie, Guilhem, je crois que c'était important que tu partages ta connaissance sur ces politiques avec ces volontaires. Je suis sûre qu'ils sont très reconnaissants. Merci pour ton temps et si tu peux nous envoyer des données que tu as ou qui puissent être intéressantes, comme ça on peut les partager avec le groupe. Je les partagerai avec toi alors, Adélaïde. D'accord, après parfait. tu peux les diffuser. D'accord, c'est gentil. Super. Merci beaucoup. Donc, je passe la parole à Madame Emmanuelle Maire. Merci. Qui a gentiment accepté de vous consacrer un peu de temps pour expliquer la politique environnementale et plus en particulier de préserver l'environnement naturel en Europe. Donc, je vais lui passer la parole. Merci, Emmanuelle. Avec plaisir, Adélaïde. Bon après-midi à tous. Je suis très contente d'avoir la possibilité de vous rencontrer digitalement et j'espère en savoir plus sur vos activités et ce que vous faites. Donc, je m'appelle Emmanuelle Maire, je travaille à la Commission européenne depuis 2001. Je viens de Besançon à l'origine. Franche-Comté, où je garde toutes les racines familiales. Et je travaille à la Direction générale de l'environnement. Je suis chef d'unité. Un chef d'unité dirige une équipe, bon, la taille peut varier, la mienne est approximativement de 30 personnes. Et je travaille surtout sur les questions d'économie circulaire. Et la question que je voudrais vous poser, c'est: est-ce que vous savez ce que c'est que l'économie circulaire? Alors, je vais commencer par là parce qu'effectivement, souvent, on se demande bien ce que ça peut être. L'économie circulaire, c'est créer un système économique différent en Europe et donc essayer de se sortir du modèle économique actuel où on produit, on consomme et on jette. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en place un système où on fait attention à la manière dont on produit des biens et des services, à la manière dont on consomme, la façon dont on gère les déchets et surtout comment est-ce qu'on s'assure que les déchets peuvent être transformés en une nouvelle valeur. Donc une économie circulaire en boucle. Et tout l'objet du travail que nous faisons sur ce thème à la Commission européenne vise à protéger la planète, à lutter contre le changement climatique, à lutter contre la perte de biodiversité. Donc voilà un petit peu pour l'introduction générale. Pour essayer de situer avec qui vous parlez. J'ai préparé aussi une présentation PowerPoint. Donc, je vais essayer de partager mon écran avec vous et de retrouver la présentation. Ça marche, oui, c'est bien. Ça a l'air de marcher. Je clique sur la présentation. Mais n'hésitez pas déjà, si je sais que Jean Gracia dirige la délégation, donc je ne sais pas si vous voulez également de votre côté expliquer pourquoi le thème de la protection de l'environnement était le thème choisi par vous pour discuter à Bruxelles. Merci Emmanuel. Non, je vais pas parler de ça, c'est parce que c'est surtout Cyril Savidan à qui je vais passer la parole qui a beaucoup travaillé avec
avec vous sur le contenu de cette séance. Voilà, donc Cyril, si tu veux prendre la parole, ou Romain. Oui, simplement préciser effectivement pourquoi on a voulu évoquer ce thème-là. On a sollicité les volontaires sur leur engagement à venir et on s'est rendu compte que justement ces questions d'économie circulaire, de développement durable, d'économie sociale et solidaire est revenu souvent. Donc on est très heureux de vous avoir parmi nous parce qu'effectivement le lien entre écologie, mais aussi développement durable au sens large du terme, et le sport était assez fort. Donc, on est très heureux de vous entendre sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je vais évidemment prendre le thème sous l'angle de l'économie circulaire, mais c'est important de savoir qu'au niveau de l'Union européenne, avec la nouvelle Commission européenne, avec Ursula von der Leyen, la Commission parie vraiment sur un pacte vert pour l'Europe, qui est plus large que l'économie circulaire. Et donc, vous voyez sur ce graphique que toute une stratégie a été amorcée pour atteindre l'objectif de neutralité climatique de l'Union européenne à l'horizon 2050. Et donc, pour ce faire, il y a plusieurs axes d'action. Le premier, c'est renforcer l'ambition climatique de l'Union européenne pour 2030-2050. Et ça veut dire inscrire dans la loi européenne des objectifs, par exemple de réduction de 55% de nos émissions de gaz à effet de serre en 2030 et la neutralité climatique en 2050. Après, on a tout l'agenda sur l'énergie, sur la construction, la rénovation des bâtiments, la nécessité de lutter contre la pollution et d'avoir une ambition zéro pollution et un environnement. Ah oui, je vais partager mon écran complètement. Si je fais pas de bêtises. Non, je fais la bêtise. Est-ce que vous arrivez quand même à voir comme ça? Peut-être si tu appuies sur F5, c'est pas mieux? Alors, F5, j'essaye. Parfois ça marche. Pour mettre juste sur ou insert. Super. Est-ce que ça. Oui, c'est peut-être mieux. Un peu mieux. Désolée, je suis un peu. Donc, il y a aussi l'objectif sur la préservation de la biodiversité, une autre action sur la ferme à la table et la transition vers une mobilité durable et intelligente, donc les systèmes de transport. Donc, vous voyez que l'agenda du pacte vert européen est large et qu'il contient un certain nombre de stratégies spécifiques. Et celle que je voudrais vraiment aborder, c'est celle de la mobilisation de l'industrie et des Européens pour une économie propre et circulaire. Mais il faut que vous gardiez à l'esprit qu'il y a d'autres axes de travail. Et la nécessité d'agir pour une économie circulaire, elle vient du fait qu'on consomme les ressources naturelles de la planète à une vitesse folle. On a multiplié l'extraction des ressources naturelles depuis les années 1970. On va encore multiplier par 2 l'extraction de ces ressources à l'horizon 2060. On voit que l'extraction des ressources naturelles et les processus de production mènent à 90% de la perte de biodiversité et à 50% du changement climatique. Et on hérite de montagnes de déchets, puisque quand on regarde les statistiques là aussi, on a des montagnes de déchets en Europe et ailleurs. Par contre, on voit aussi une opportunité, c'est qu'à l'heure actuelle, en Europe, on produit uniquement à base de produits recyclés à hauteur de 12%. Ça veut dire que on s'appuie à 88% sur des ressources vierges. Et donc, on veut vraiment utiliser au mieux ces matériaux recyclés dans les processus de production.
Alors maintenant, je pense que j'ai perdu le contrôle de ma présentation parce que je vois que quelqu'un contrôle mon ordinateur. Donc si on peut passer au slide suivant. Tu as perdu le contrôle, je comprends pas pourquoi. Oui, je vois Michael Ladd is controlling your computer. Oh my god. Oui, je suis désolé, j'ai tapé sur le mot Facebook. J'ai voulu agrandir l'image pour le voir puisque j'ai du mal à le voir. Et qu'est-ce que je fais pour rendre le... De rendre le contrôle. Oui, qu'est-ce que je fais? Alors, je pense que vous avez une petite barre tout en... Alors, attendez. En haut. Et en plus, j'ai approuvé parce que j'étais en train de parler. Et donc maintenant, je décline et j'ai regagné le contrôle. Oui. Je passe au... Mais c'est difficile à voir, c'est si petit. Ah, c'est trop petit. Alors, désolé pour la disruption. comment est-ce que je peux faire? Après, je crois que si vous cliquez sur Display Settings en haut à gauche, Je vais arrêter le duplicate slide. Déjà, ce sera pas mal. Ensuite, est-ce que là, c'est bien Parfait. pour vous? Là, c'est parfait. Ouais. Alors, il faut juste que je retrouve. Voilà. Donc, au mois de mars de cette année, on a adopté un plan d'action pour l'économie circulaire que je vais vous présenter. C'est pas le premier plan d'action de l'Union européenne. On en avait déjà eu un entre 2015 et 2019. Et c'est un plan d'action qui a bien marché. On a réussi à livrer toutes les actions qui avaient été prévues. Et certaines étaient très médiatiques. Par exemple, la directive sur les plastiques à usage unique a vraiment, je pense, rencontré l'approbation des citoyens au-delà du Parlement européen et des 27 États membres qui ont voté la nouvelle directive pour lutter contre la pollution par ces plastiques à usage unique en un temps absolument record. Donc, on a eu un premier plan entre 2015 et 2019. Et donc, maintenant, on prévoit un nouveau plan. Et ça va permettre de proposer de nouvelles actions législatives au niveau européen, mais aussi de mobiliser les fonds européens dans le cadre du budget traditionnel, mais aussi du plan de relance. Vous savez que le budget sur les 7 années qui viennent, plus le plan de relance, ce sont des montants considérables qu'on va pouvoir réinjecter dans l'économie européenne. Donc la logique, c'est vraiment de concevoir des produits durables, de donner aux consommateurs et aux acheteurs publics les moyens de choisir, de s'attaquer à un certain nombre de chaînes de valeur, de créer de générer moins de déchets et plus de valeur, de travailler avec les citoyens, les villes et les régions dans le cadre d'une relance européenne, mais aussi d'agir au niveau international. Nous avons parfaitement conscience qu'on ne pourra pas le faire au niveau de l'Union européenne uniquement. Donc pour les produits durables, on s'aperçoit que trop de produits se cassent trop vite, ne peuvent pas être facilement réutilisés, réparés, recyclés, et que beaucoup d'entre eux sont à usage unique. Et au lieu de permettre la mise sur le marché de n'importe quel produit en Europe, on voudrait étendre la directive sur l'éco-conception, qui est une directive qui porte à l'heure actuelle sur les produits électriques et électroniques. Quand vous achetez une machine à laver aujourd'hui, vous avez la possibilité de choisir avec un certain label quelle va être la machine la plus
la plus efficace au niveau énergétique. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'on a déjà interdit la mise sur le marché de l'Union européenne d'un certain nombre de machines à laver qui ne répondent pas à certains standards. Et en plus, on essaie de faire en sorte qu'on ne s'attaque pas uniquement à l'efficacité énergétique, mais qu'on regarde aussi la disponibilité en pièces détachées ou les instructions pour que tout réparateur, et pas uniquement les réparateurs des fabricants, puissent intervenir. Mais pour le moment, l'approche de cette directive éco-conception européenne, elle est essentiellement sur les produits électriques et électroniques, pas les autres, et essentiellement sur l'efficacité énergétique. Et nous voudrions aller plus loin dans la régulation européenne de ce qui est mis sur le marché européen. En même temps, on voit que les consommateurs ne réparent pas forcément leurs produits, qui sont confrontés à de multiples labels et à des allégations environnementales qui peuvent être trompeuses. Et là encore, on voit que même en période de confinement et de crise, les marchés verts se développent. Et il y a une tentation de labelliser tout comme étant vert. Il y a très peu de sécurité en ce qui concerne la solidité des allégations qui sont faites. Donc, nous voudrions mieux réguler ces allégations environnementales pour donner une plus grande confiance aux consommateurs et aussi pour s'assurer qu'il y a une juste concurrence entre les différents acteurs sur le marché. Parce qu'il y a des entreprises qui jouent le jeu et d'autres qui ne le jouent pas. Donc, on voit qu'il faut vraiment intervenir à ce niveau-là aussi. Les processus de production en Europe, ils ont largement été améliorés et l'action européenne à tous les niveaux a vraiment aidé, mais ils sont pas forcément totalement efficaces au niveau de la pollution de l'air, de l'eau et des sols. Donc on voudrait encore une fois aussi renforcer le cadre européen sur ces questions. Donc là, je vous en ai déjà parlé un petit peu, la question de l'éco-conception. On est en train de préparer avec plusieurs équipes une initiative législative pour la fin 2021 et on consulte les Européens par le portail traditionnel de consultation qui s'appelle Have Your Say. Donc, prenez la parole et donc si vous voulez contribuer, vous êtes évidemment les bienvenus. Là, je vous en ai parlé aussi, les allégations environnementales, mais on s'aperçoit aussi que les acheteurs publics, les villes, les régions, quand elles veulent l'acheter vert, elles se retrouvent face à pas mal de difficultés. Donc, on les a aidés par des guides, par produit. Donc, si vous voulez acheter certains produits, il y a des guides pour passer commande. Mais malheureusement, on a très peu de données sur ce qui est véritablement vert dans la commande publique et on voudrait là encore procéder vers un système un peu plus contraignant. Les principales chaînes de valeur, ce sont les batteries et les véhicules, les emballages, les matières plastiques, les textiles, le secteur de la construction et des bâtiments, la nourriture, l'eau et les nutriments, et le matériel électronique et les technologies de l'information et de la communication. Donc, tous les services de la Commission européenne qui traitent de ces secteurs sont mobilisés pour privilégier une économie plus circulaire avec les acteurs du marché. Ensuite, on a fait beaucoup au niveau des déchets, mais on produit encore, chacun d'entre nous en Europe à l'heure actuelle, environ 500 kilos de déchets par an et par personne. Et encore, ce sont des chiffres qui ne prennent pas en compte, par exemple, les déchets de construction. Donc, c'est les déchets ménagers. À l'heure actuelle, nous avons des objectifs de réduction de déchets municipaux
et pour certains flux qui sont maintenant fixés au niveau de l'Union européenne, qui sont appliqués par les 27 États membres. Donc on a vraiment un système cohérent qui prévoit aussi que les producteurs doivent payer pour certaines collectes, avec des systèmes de responsabilité élargis des producteurs. Et on essaie de pousser pour qu'il y ait aussi plus de systèmes de collecte sélective en Europe. Une des grosses questions aussi qui nous importe, c'est d'éviter d'exporter les déchets de l'Union européenne dans des pays tiers. Je pense que, comme vous avez vu, les effets que ça peut créer un peu partout, que ce soit les déchets plastiques en Asie du Sud-Est, les déchets illégaux, par exemple en Afrique, de matériel électrique, électronique. Donc, on voudrait vraiment faciliter le recyclage au sein de l'Union européenne et limiter les exportations, notamment les exportations illégales de déchets. Là encore, il faut vraiment aussi travailler pour établir une sorte de rééquilibre entre le marché des matériaux primaires, donc par exemple les nouveaux plastiques, et les matériaux recyclés. Ça vaut aussi pour, par exemple, le papier. Et là, on s'aperçoit que c'est très difficile d'arriver, par exemple, avec la crise actuelle, les prix du pétrole ayant baissé, le prix du plastique vierge aussi baisse, et tous ceux qui font des efforts pour recycler les plastiques et les vendre se retrouvent à chaque fois dans une situation de désavantage compétitif. C'est pour ça qu'au niveau européen, on pousse beaucoup pour avoir des prescriptions sur le contenu en matière recyclée de certains produits. Par exemple, les bouteilles en plastique, maintenant, elles devront avoir un contenu en plastique recyclé. Parce que si on ne presse pas avec les outils que nous avons, on se retrouve à toujours extraire de nouvelles ressources au lieu d'utiliser les ressources secondaires. Donc, comme je vous le disais, il y a un mouvement dans les régions pour l'économie circulaire. Et je pense que ça a été bien dit aussi en introduction, pour des emplois locaux, pour le développement de compétences, surtout que ce sont des compétences à tous les niveaux. Ce sont des compétences pour arriver à comprendre l'économie circulaire au sein des entreprises à haut niveau, mais ce sont aussi des compétences au niveau d'emploi moins qualifiés. Il y a un grand potentiel pour l'économie sociale et on a dans ce cadre-là le soutien de la politique de cohésion au niveau régional. En même temps, comme je vous le disais, avec le plan de relance Covid, il y aura 672 milliards qui vont être alloués, injectés dans l'économie européenne sous forme de prêts et de subventions. Et donc, là encore, on demande aux États membres de nous soumettre leur plan et on les incite à privilégier tout projet qui porte sur l'économie circulaire. Vous avez pu discuter avec le membre de cabinet de Maria Gabriel qui gère la politique de l'innovation, de la recherche, également de l'éducation. Et les collègues ont publié, par exemple, un plan pour financer à hauteur d'1 milliard les projets de recherche pour le pacte vert, y compris l'économie circulaire. Donc, on essaie vraiment de mobiliser les différents outils financiers. Donc, on peut intervenir en agissant au niveau législatif, mais aussi au niveau financier. L'action internationale, elle est critique et je pense que l'Union européenne et les 27 États membres qui sont vraiment fortement alignés sur cette question représentent une source d'espoir aussi pour les pays tiers. Parce qu'ils voient que les Européens, malgré des pays, des nations différentes, sont capables
s'entendre sur un agenda. Et donc, nous allons à leur rencontre aussi au niveau international. Et dans les propositions que nous faisons pour les 5 années qui viennent, on a tout d'abord un accord global sur les matières plastiques. Il n'y a pas vraiment de système de régulation au niveau international sur les plastiques. Mais ce qu'on a vu, c'est que toute l'action sur les plastiques de l'Union européenne et la directive sur les plastiques à usage unique, elle est maintenant copiée par d'autres pays. Par exemple, le Canada, l'Inde aussi s'intéresse à la manière dont on a pu procéder. Parce que finalement, ils voient qu'on a réussi à décider ensemble à 27 et que c'est un exemple qui peut être copié et reproduit à leur niveau. On est en train aussi de pousser pour une alliance mondiale pour l'économie circulaire. Donc là, c'est une alliance entre les gouvernements qui privilégie cette piste d'action pour qu'on puisse soutenir les organisations multilatérales, notamment l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Mais on essaie aussi de mobiliser l'Assemblée des Nations Unies à New York. Donc pas uniquement la communauté de l'environnement, mais bien plus largement. Et ensuite, on a beaucoup de dialogues et de promotion par des projets concrets de l'économie circulaire au niveau bilatéral, régional, multilatéral, avec une priorité à l'Afrique et aux Balkans occidentaux. Et on essaie aussi de pousser nos priorités dans les accords de commerce, ce qui est parfois un petit peu difficile, mais on a bon espoir d'obtenir gain de cause. On a aussi développé une plateforme pour réunir tous les acteurs de l'économie circulaire. C'est une plateforme sur laquelle on peut poster des stratégies, apprendre, s'engager, avoir des bonnes pratiques. Et donc, on a créé ce réseau avec le Comité économique et social européen et avec 24 très grandes organisations actives pour l'économie circulaire. Et sur n'importe quel sujet, vous pouvez vous connecter, sélectionner si vous cherchez des exemples régionaux, si vous cherchez des exemples dans le cadre du sport, dans le cadre des textiles. C'est vraiment une plateforme qui est mise à la disposition de tous pour s'entraider et réussir cette transition. Je vous ai mis un certain nombre de références pour ceux qui seraient intéressés par la lecture du Pacte vert. Donc ça, c'est vraiment la stratégie de l'Europe pour les 5 années à venir. Notre nouveau plan d'action pour l'économie circulaire, la stratégie industrielle pour l'Europe que mène le commissaire Breton et la plateforme européenne des acteurs de l'économie circulaire. J'espère que cette présentation vous aura intéressé et je suis disponible si je peux sortir de cette page. Un grand merci. Emmanuel, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire, il y a déjà quelques questions dans le chat. Je ne sais pas si tu as eu le... Écoute, malheureusement pas, parce qu'autrement, si je commence à... Oui, je comprends, c'est pas évident. Donc, peut-être, je peux essayer de te... Enfin, ou peut-être les personnes qui ont posé les questions par écrit, peut-être ils peuvent prendre la parole. C'est peut-être plus sympathique pour Emmanuel. Et vous pouvez mettre votre caméra aussi. Bon, il y a mon chat qui tient à passer devant la caméra tout le temps. Voilà. Adélaïde, j'ai notamment vu une question qui peut être intéressante pour Madame Maire parce qu'elle nous concerne tous. Ça concerne justement les masques et surtout les masques chirurgicaux. Il y a eu un article récemment là qui disait que finalement ils pouvaient être lavables. Je crois que c'était 10 fois. J'imagine que pour vous c'est un vrai sujet en ce qui concerne le recyclage. C'est un vrai sujet, mais mes collègues me disent que les quantités de plastique qui vont dans les masques sont pas forcément les plus grosses sources de pollution. Donc, bien qu'on ait
on est déjà la directive sur les plastiques à usage unique. On n'a pas ajouté, par exemple, les masques à cette question. Et ça serait assez délicat de réguler sur des objets qui sont vraiment essentiels pour lutter contre la maladie. Mais je pense qu'on voit déjà la prise de conscience de ces masques à usage unique qui apparemment, selon l'organisation de consommateurs français, pourraient être lavés jusqu'à 10 fois et repassés et garderaient leur efficacité. Donc, j'en sais pas plus sur la véracité de ce qui a été dit par l'organisation des consommateurs. Mais voilà, simplement pour vous dire on n'est pas arrivé par le biais de la régulation, mais que clairement, il y a une prise de conscience énorme des gens et des journalistes sur ce type de questions. Merci Emmanuel. Je ne sais pas si vous pouvez poser encore des questions. J'imagine que tu partageras la présentation par après. Tu pourras partager. Oui, tout à fait. Je vois maintenant un peu mieux les questions dans le chat. Donc, est-ce que vous étiez présent lors de la COP 21 et de la COP 25? Alors, la COP 21, oui, j'ai eu la chance de pouvoir y être. Parce que j'ai commencé à la Direction générale de l'environnement le jour de l'ouverture de la COP 21. Donc évidemment, la première chose que j'ai faite, c'était de prendre le train et d'y aller. Je n'étais pas dans l'équipe de négociation de l'Union européenne, parce que ce sont mes collègues de la Direction générale du climat qui sont chargés de cette question-là. Mais j'y suis allée parce qu'à l'époque, je m'occupais des questions de déforestation tropicale. Je pense qu'il y a un souci de micro, Madame Merle. Oui, il y a plus de micro, oui. Ouais. Ah, maintenant, oui, tu étais coupé, je ne sais pas pourquoi. Voilà, on t'entend. Voilà. On n'a pas entendu les. Après, enfin, on n'a pas entendu la dernière phrase, peut-être. Donc, j'y suis allée surtout sur les questions de déforestation tropicale, parce qu'on avait un accord avec l'Indonésie sur ce qui pouvait être exporté au niveau des produits du bois, des meubles vers l'Union européenne. Et une action du ministère du commerce indonésien de dernière minute avait complètement changé la loi indonésienne et finalement ne respectait pas le cadre de l'accord commercial qu'on avait établi pour lutter contre la déforestation. Donc on leur a dit qu'on allait on allait faire sauter l'accord s'ils revenaient pas dans le chemin des engagements qu'ils avaient pris. Donc c'était une négociation en marge de la grande négociation climatique, mais sur un enjeu absolument primordial qui est la lutte contre la déforestation tropicale avec les grands acteurs que sont l'Indonésie, il y en a d'autres, la Malaisie, sans parler du Brésil. Et j'avoue que ça a été une expérience extrêmement riche parce qu'aller au COP, ça permet véritablement de voir la communauté internationale dans son ensemble. Et c'est pas uniquement les équipes de négociation, c'est vraiment une mobilisation fantastique des plus grandes villes, de tous les acteurs pour lutter contre le changement climatique. Donc c'était une grande chance. N'hésitez pas, hein, s'il y a d'autres Oui. Je ne sais pas questions. s'il y a encore une dernière question. Moi,
J'ai une question sur les. Là, nous, les championnats d'Europe, c'était dans le cadre d'un événement sportif international. Et par essence, les événements sportifs internationaux, ils ont un impact plutôt négatif sur l'environnement ou autre. Est-ce que c'est des choses que vous prenez en compte? Est-ce que vous accompagnez les organisateurs? Vous participez des fois sur la rédaction des cahiers des charges ou... Alors, pas à notre niveau, c'est-à-dire qu'on n'intervient pas au niveau de projets spécifiques, quoique, par exemple, quand il y a eu les Jeux olympiques de Turin, les Jeux olympiques de Turin se profilaient en disant on sera les Jeux olympiques les plus verts qui n'aient jamais été organisés. Et donc, il y a toujours une question par rapport à savoir est-ce que c'est vert ou plus vert ou moins vert et comment est-ce qu'on fait en pratique. Et là, on gère au niveau européen un système qui s'appelle le système EMAS, qui est un système de gestion environnementale et d'audit qui permet à une organisation ou à des organisations multiples de s'assurer que ce qu'elles font est véritablement vert. Et donc, on avait fait aussi un guide pour ces Jeux olympiques en leur disant, voilà, il faudrait vraiment regarder toute une série d'aspects. Donc, on a une certaine expérience. On lance aussi à certains moments des appels à propositions pour subventionner des événements. On a un programme qui s'appelle le programme LIFE, qui est fait pour la protection de l'environnement et contre le changement climatique. Et donc, ça peut intervenir aussi à ce niveau-là. Sur la plateforme aussi, sur les parties intéressées à l'économie circulaire, je pense qu'il y aura aussi des cas d'écoles qui ont été postés, que ce soit sur les événements sportifs ou d'autres types d'événements. Par exemple, la communauté aussi de l'audiovisuel se mobilise beaucoup sur ces questions. Les grands festivals, là aussi, ils essaient de partager leur expérience. Mais donc, dans mon équipe, normalement, on n'intervient pas sur des projets spécifiques. On n'en a pas les moyens. Et vraiment, notre agenda dans l'équipe, c'est de travailler pour faire passer le message sur l'importance de l'économie circulaire, s'assurer que les financements sont orientés dans ce but et proposer au Parlement européen et aux 27 États membres des propositions de législation. Après, il y aura des aspects qui vont plus toucher le monde sportif. Par exemple, en ce moment, on s'interroge beaucoup sur la pollution par les microplastiques. Et donc, il y a tout un débat sur l'interdiction des microplastiques qui sont ajoutés à certains produits. Alors, ça peut être des microplastiques ajoutés aux peintures, aux cosmétiques, mais ça peut être aussi des microplastiques qu'on trouve dans les sols synthétiques qui équipent pas mal de stades et de terrains de foot, par exemple. Donc, on a à certains moments des problématiques qui affectent plus le domaine du sport, mais vraiment l'agenda de mon équipe, c'est un agenda économie circulaire globale. Merci beaucoup. Ah, Adélaïde, on ne vous entend plus. Ah, Cyril, oui, je t'entends, excuse-moi. Toujours très intéressant de t'écouter, Emmanuel, Maire, et merci beaucoup d'avoir accepté de parler à ce groupe. C'est très important, l'économie circulaire, bien sûr, et l'environnement, c'est vraiment à l'ordre du jour. Merci pour l'intérêt porté et d'avoir suivi ces deux présentations. C'est pas toujours très interactif. On essaie tous de faire pour notre mieux. On est tous chez soi, mais bon, on espère que vous voir peut-être l'année prochaine
Qui sait, pour le mois de mars, vous pourrez venir physiquement avec Cyril et Monsieur Jean Gracia. On sera très content de vous accueillir. Et alors, on vous organisera comme sur des thématiques un peu différentes, bien sûr, qui vous intéresseraient aussi. Et bon courage pour vos activités volontaires citoyens, très importantes. Et merci Cyril pour ton organisation aussi de ta part. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, Emmanuel, à tous. Merci Adélaïde, merci et bonne santé également. Et puis merci à tous les volontaires. Donc effectivement, ça remplace pas une vraie visite à Bruxelles, mais bon, j'espère que ça a plu à tout le monde. Si vous avez d'autres questions, si on n'a pas répondu à tous les sujets, n'hésitez pas à nous contacter par mail, on sera venu pour répondre au plus vite. Merci à tous. Voilà. Merci beaucoup. Si ça motive. À plus. Au revoir. Bon courage pour vos actions volontaires. Merci Adélaïde. Voilà. À bientôt. Au Et on a revoir. noté le cofinancement, Adélaïde, on n'oublie pas. Oui, oui, pas de souci. Je ferai de mon mieux pour vous financer. Je ferai du charme à mon chef. Voilà. Au revoir. Au revoir.